Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve une fois encore en extérieur parce que même problématique que la semaine dernière, je suis toujours en cours de déménagement et c'est un petit peu le bazar. Donc on va se retrouver dans un cadre un petit peu plus sympa qu'un appartement en carton. Enfin en carton, plein de cartons je voulais dire. Bref, vous le sentez peut-être encore un petit peu, je suis encore un petit peu malade. Tout ça pour vous dire qu'on se retrouve évidemment pour la vidéo mensuelle du bilan de mes lectures du mois précédent. Et dans mon petit récap de mes lectures du mois de juin, il y a 8 titres, mais alors vous allez voir que c'est un petit peu une catastrophe. Il se trouve que sur le mois de juin, j'ai fait pas mal de lectures qui sont plutôt mitigées, voire qui m'ont pas vraiment plu. Un petit peu la cata, on va en parler plus en détail. Et le premier dont je dois vous parler, c'est une lecture que j'avais commencée fin mai. Je vous en avais très rapidement parlé d'ailleurs dans la vidéo bilan précédente, puisque j'avais commencé à lire All That Life Can Afford de Emily Everett, qui était la lecture du Reese's Book Club du mois d'avril. Vous vous en souvenez peut-être, je vous avais dit que j'étais en retard sur mes lectures du Reese's Book Club, mais qu'en soi ça tombait bien puisque la lecture du mois de juin, c'était le nouveau Emily Henry et moi je l'ai lu en français, donc je zappais volontairement cette lecture-là pour pouvoir rattraper mon retard et lire la lecture du mois d'avril, All That Life Can Afford donc, et je l'ai terminée début juin et je vous avoue que c'était une petite pépite. C'est une lecture qui pour l'instant n'existe qu'en anglais et je vous avoue que j'ai quand même assez hâte que ça soit traduit un jour en français parce que j'ai hâte de vous la recommander. Si vous lisez en anglais, franchement, foncez puisque ça reste de l'anglais contemporain, quotidien. Il n'y a pas forcément de vocabulaire recherché ou de style d'écriture pompeux. Ça se lit tout seul et c'est fort agréable. Dans All That Life Can Afford, on suit Anna, qui est une jeune américaine qui est folle amoureuse de l'Angleterre et elle vient de s'installer justement à Londres pour ses études et via ses études elle va essayer ensuite d'immigrer dans le pays. C'est son rêve depuis toute petite et malgré le fait qu'elle vienne de la classe sociale ouvrière américaine, elle va tout faire pour pouvoir réaliser son rêve. Elle est dingue d'Angleterre, de culture anglaise et surtout de littérature anglaise. C'est via justement la littérature anglaise et ses études qu'elle va pouvoir s'installer en Angleterre. Et en parallèle de ses études, elle fait aussi du tutorat qui lui permet de joindre un petit peu les deux bouts, assez difficilement je dois dire, mais elle s'en sort quand même plus ou moins, jusqu'à ce qu'un jour, elle devienne la tutrice d'une jeune fille issue d'une famille extrêmement riche, qui lui ouvre les portes d'une classe sociale un petit peu, beaucoup plus élevée d'ailleurs. Et elle va se retrouver à évoluer parmi l'élite de la jet-set londonienne, ni plus ni moins. Et évidemment, on s'en doute bien, il va y avoir un choc des classes sociales, puisqu'Anna va plus ou moins se sentir obligée de faire comme si elle était elle-même issue de cette élite. Et ça va pas plaire à tout le monde, il va y avoir du drama. J'ai énormément apprécié cette lecture. Comme je vous le disais déjà tout à l'heure, le style d'écriture, ça se lit tout seul, c'est fort agréable. Le personnage d'Anna et les personnages qui évoluent autour d'elle, puisque forcément elle se crée certaines amitiés, c'était hyper bien fait, hyper bien construit, que ce soit ses amis galériens de la fac ou ses amis qui sont issus eux-mêmes de la jet-set londonienne. Je me suis régalée. J'ai adoré les relations entre les personnages, j'ai adoré les problématiques abordées dans ce roman via le personnage d'Anna. On aborde aussi pas mal le sujet du deuil puisque Anna a perdu sa maman très récemment des suites d'une maladie et donc on va aborder forcément le deuil mais aussi la problématique de la maladie, de l'accès aux soins, à la sécurité sociale aux États-Unis. Ça reste assez compliqué, assez triste à aborder, mais c'était très beau. Et en soi, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai aussi beaucoup aimé toutes ces petites références à la littérature anglaise, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, Anna, elle est complètement passionnée par cet aspect de la culture anglaise. Et j'ai adoré forcément ces références, ces petits parallèles entre Anna et certains personnages cultissimes. Encore une fois, c'était vraiment hyper bien construit. Je vous le recommande si vous lisez en anglais et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais garder les yeux ouverts pour une traduction française parce que je vais pas arrêter de vous en parler. Et après ce petit bonbon, j'ai commencé mes lectures pour le prochain vlog du Best of Booktube qui s'avère être les one-shots d'Imaginaire et j'ai commencé avec L'autre côté du rêve d'Ursula K. Le Guin. Je vais pas vous en parler trop en détail puisque le vlog sort la semaine prochaine ou alors il vient de sortir pour vous, j'ai pas encore décidé de la date. Et je sais pas encore si cette vidéo va sortir avant ou après. Mais dans tous les cas, je vous en parle très bientôt.
si c'est pas déjà fait. Je suis passée à côté. Ici c'est un court roman de science-fiction, hein. Il fait un petit peu plus de 200 pages et bon déjà la science-fiction pour moi c'est pas trop mon truc mais il m'intéressait beaucoup et bon c'est confirmé que c'est pas trop mon truc. Et c'est bien dommage parce que le sujet me plaisait pas mal. Notre personnage principal fait des rêves qui s'avèrent transformer la réalité. Il va suivre une psychothérapie, une thérapie, un thérapeute pour apprendre à ne plus rêver. Sauf que le psychiatre va se mêler de tout ça et... En gros, le débat ici, c'est est-ce que le meilleur est l'ennemi du bien? Et voilà, comme je vous disais, je suis passée à côté. C'est un peu le début des lectures mitigées, puisqu'après celui-ci, j'ai enfin commencé ma lecture de Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. C'était le livre que j'avais pioché dans la pioche du mois précédent, où je vous avais dit, je ne l'ai pas encore lu, j'annule la pioche et je lis celui-ci sur le mois suivant, donc sur le mois de juin. C'est fait et c'est aussi une lecture mitigée. Mitigée, même décevante. En fait, c'est un petit peu le thème de ce bilan, malheureusement. La plupart des lectures sont décevantes. C'était le cas pour L'autre côté du rêve, parce que je suis passée à côté. C'est le cas pour celui-ci, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement brouillon et que finalement, on survolait tellement de choses qu'on n'avait pas vraiment de réponse à nos questions. Et pourtant, j'en attendais beaucoup. C'est peut-être le problème aussi. J'en attendais beaucoup. Ça faisait 1 an que je l'avais dans ma pile à lire et dans ce roman, on nous promettait une histoire qui défie tous les genres, de l'aventure à l'horreur, en passant par le thriller historique. Alors en soi, oui et non, puisque de l'aventure, oui, on se retrouve embarqué dans un train qui voyage entre Pékin et Moscou, qui en soi existe dans notre monde, puisque c'est la ligne du Transmongol, ligne que je rêve d'emprunter, c'est un de mes rêves de toute ma vie. Quant à l'horreur et le thriller historique, alors horreur dans le sens où, eh bien finalement, dans ce monde-ci, entre Pékin et Moscou, il n'existe que des terres isolées, oubliées, où la nature a repris ses droits et où les mutations sont légion. Et le thriller historique, puisque dans ce train va embarquer une personne qui cherche à résoudre le mystère de la mort de son père. Alors ça fait beaucoup, et malheureusement, avec tous ces genres abordés qui me sont très sympathiques, qui me plaisent beaucoup, comme je vous le disais, ça a été finalement survolé et je suis passée à côté. Je suis quand même allée jusqu'à la fin en me disant que peut-être il y aurait des choses qui me plairaient, mais en soi, à part les descriptions du voyage dans le train, et quand je dis voyage, c'est vraiment dans le sens où on est dans le train, où on a ces descriptions de secousses du train en mouvement, ça j'ai adoré. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'aspect historique qu'on ressent pas mal à la lecture. Mais pour ce qui est de l'horreur et du thriller, je suis complètement passée à côté. Il faut avouer qu'on est quand même dans notre monde, mais les terres oubliées sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soumises à des mutations qui ne sont absolument pas expliquées. On ne sait pas depuis combien de temps, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché ce genre de choses. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre finalement pourquoi on était là. Bref. Ici aussi, déçue d'être déçue. Bon, comme la vidéo précédente, si vous entendez des bruits, il y a Ruby à côté de moi et elle commence sa chasse aux petits animaux et aux tarantes. On continue dans les lectures décevantes puisque j'ai continué le vlog de ces one-shots imaginaires et vous allez donc aussi retrouver, ou vous l'avez peut-être déjà vu, Nathan Hanbon, Comment tuer un prince de T. Kingfisher. Un roman que j'attendais beaucoup, enfin pas vraiment un roman que j'attendais beaucoup, mais une autrice que j'attendais beaucoup de découvrir en français. Et je vous avoue que, bon, pour une première découverte, un premier pas dans son univers, c'était une déception là aussi, malheureusement. Je qualifierais ce roman de cozy dark fantasy. C'est exactement les vibes que j'ai ressenties à la lecture. Et vous le savez peut-être, mais la cozy fantasy, c'est moyennement mon truc, parce qu'il se passe pas forcément de choses. Et personnellement, je préfère quand les intrigues sont très prenantes. Ceci dit, l'univers était très sympa et je regrette que ça soit pas assez approfondi, que ce soit assez sombre, assez mystérieux, mais qu'on n'ait pas tous les tenants et les aboutissants de cet univers justement. Je crois que si j'avais eu ce roman entre les mains en façon fantasy adulte, je l'aurais beaucoup plus apprécié. Donc ici aussi, petite déception malheureusement, mais je pense que je vais continuer à découvrir cette autrice et je pense que je vais la découvrir en anglais puisque ça fait plusieurs mois que j'essaye de mettre la main sur ces 2 romans
qui sont les tomes 1 et 2, et je crois que c'est une trilogie qui est une réécriture de La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe. Et là je pense que ça va plus me plaire parce qu'on est dans de l'adulte et dans de l'horreur à 100%. Bref, dans tous les cas, celui-ci, de nouveau une lecture décevante. Au mois de juin, évidemment, on a continué notre lecture commune de la grande série de Robin Hobb, Le Royaume des Assassins. Et si vous le suivez un petit peu, au mois de juin, on lisait le tome 3 de l'Assassin Royal, La Nef du Crépuscule, et c'était donc le troisième et dernier tome de cette première intégrale du premier cycle de l'Assassin Royal. On est vraiment au tout début de notre découverte du Royaume des Anciens. Je vous affiche à l'écran là où on en est en ce moment, mais pour rappel, c'est une série qui compte 36 tomes grâce à plusieurs cycles différents, et on vient de terminer le troisième tome du premier cycle. Et alors oui, en français on a droit à 36 tomes, littéralement 36, mais il y en a beaucoup moins en anglais, tout simplement parce que le découpage en français est un petit peu plus complexe à suivre. Et ça s'est senti quand même, puisque le mois dernier nous lisions le tome 2, où il se passait pas forcément grand chose, et dans le tome 3 ici, La Nef du Crépuscule, c'est pas que ça s'accélère, mais il se passe quand même beaucoup plus de choses, et c'était beaucoup plus intéressant à lire. Et forcément ça se sent, puisque sur les 3 tomes de cette première intégrale, en réalité en anglais il y a 2 tomes. Le premier ici, qui était L'Apprenti Assassin, et le second qui en français est composé du tome 2 et du tome 3. Donc je pense que si on avait suivi le découpage en anglais et qu'on avait lu les tomes 2 et 3, ça se serait beaucoup mieux passé, dans le sens où on aurait eu un rythme un petit peu plus régulier peut-être. Le tome 2 a été plus lent, et le tome 3 il s'est passé pas mal de choses, et je suis trop contente parce que là encore je me suis régalée, et je suis vraiment ravie que vous m'ayez poussé à commencer à découvrir Robin Hobb, parce qu'à chaque fois je passe un moment extraordinaire. Ça a beau être un gros pavé, ça a beau être écrit hyper petit avec des pages bien remplies, je prends énormément plaisir à lire à chaque fois mon chapitre quotidien. Et je le lis beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus d'entrain que certaines autres lectures qui sont écrites de façon plus confortable au niveau lecture finalement. Exemple avec Nettle and Bone, où c'est quand même plus aéré, mais j'avance quand même beaucoup plus facilement dans ces intégrales parce que c'est hyper intéressant. On continue de faire connaissance avec Fitz Chevalery durant ses jeunes années. Je pense que dans ce tome-là, ça reste encore un jeune homme, il doit avoir entre 18 et 20 ans, quelque chose comme ça. Il reste assez jeune, il continue de découvrir certaines choses sur son univers, sur la royauté, sa famille, et je me régale. D'autant plus que ça s'est pas mal accéléré sur les derniers chapitres et il s'est passé des choses de folie. Donc forcément, j'ai extrêmement hâte de continuer la lecture. Et sur le mois de juillet, on va donc lire la suite avec le tome 4 ici. Et je vais donc attaquer ma deuxième intégrale de la première époque du cycle de l'Assassin Royal. On va s'en sortir. Bref, grosse régalade. J'aime toujours autant le style d'écriture de Robin Hobb, j'aime toujours autant les personnages, j'ai toujours aussi peur pour l'avancée de l'intrigue principale avec les pirates rouges, mais aussi avec ses relations hyper toxiques avec l'un des personnages qui fait partie de la famille de Fitz. Je reste volontairement vague si jamais vous n'avez pas encore découvert cette série et que vous pensez nous rejoindre très prochainement. Dans tous les cas, toujours aussi ravie d'avoir commencé à découvrir cette série. En juin, j'ai aussi commencé à découvrir certains titres qui faisaient partie de la sélection du prix Babelio 2025 et j'ai écouté en livre audio Le Cercle de Lady Tan de Lisa C. Parce que j'étais quasi persuadée que ce serait le lauréat dans la catégorie littérature étrangère. Enfin, du moins qu'il avait toutes ses chances de l'être. Et ça n'a pas été celui-ci, mais j'ai quand même continué ma lecture, d'autant plus que l'une d'entre vous me l'avait recommandé chaudement dans les commentaires. Et j'avoue que je suis plutôt contente de l'avoir découvert. Dans Le Cercle de Lady Tan, on plonge dans un roman historique qui s'intéresse à la Chine du XVIe siècle. Et c'est un roman qui est inspiré de faits réels et d'une personne qui a réellement existé, qui est aussi basé sur les écrits de cette personne. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les romans et dans les romans historiques. Dès que c'est basé sur des faits réels ou sur une personne qui a réellement existé, ça me plaît beaucoup. Dans Le Cercle de Lady Tan, on va s'intéresser à notre personnage principal, Lady Tan, forcément, qui était une médecin chinoise du XVIe siècle, donc l'une des premières médecins chinoises et surtout la première à écrire ses mémoires et ses études de cas autour de certaines maladies. Et c'est quand même le premier témoignage de médecine chinoise écrit par une femme.
Je ne sais pas à quel point le roman a été romancé, justement, puisqu'on nous dit que ça reste quand même basé sur ses écrits, mais j'imagine que ses écrits s'intéressent plus aux maladies qu'elle a pu étudier, aux cas qu'elle a pu traiter, plutôt qu'à sa propre histoire personnelle. Et dans ce roman, on découvre ces cas et ces maladies grâce à son histoire personnelle. Donc, je sais pas quelle est la part de vérité et quelle est la part de fiction, mais ça restait quand même très sympa à lire. Et je dois dire que Lisa Si, elle a un talent pour écrire et décrire la vie en Chine à cette époque. J'avais tout simplement l'impression d'être là-bas, d'évoluer avec nos personnages féminins, puisque la grande majorité des personnages qu'on rencontre sont des personnages féminins et ce sont elles qui ont l'importance, ce sont elles qui sont au cœur du roman. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le style d'écriture de l'autrice, ses descriptions et la façon dont les personnages échangent entre eux. On ressent vraiment toute la poésie des dialogues entre les personnages et de leurs réflexions. Bon, par contre, pour tout ce qui est place de la femme, respect de la femme, forcément, à l'époque, c'était pas trop ça. Et ça se ressent dans le livre, ça reste extrêmement fidèle à l'histoire avec un grand H. Mais je vous avoue que ça peut enrager plus d'une. Moi, personnellement, ça m'a un petit peu énervé de temps en temps. Mais en même temps, c'est fidèle à la réalité. Bref, là aussi, un roman que j'ai beaucoup aimé. Pas forcément un coup de cœur. Si je devais lui donner une note, je dirais que c'est un 3,5 sur 5 ou un 4 sur 5. J'hésite un petit peu entre les deux. Non, je pense que ce serait plutôt un 4 sur 5 parce que j'ai vraiment passé un très bon moment avec cette lecture. Et forcément, si vous êtes fan de romans historiques et surtout de romans historiques empreints d'une culture particulière, ici la culture chinoise, je vous le recommande. Vous allez passer un excellent moment. Il faut aussi que je vous mentionne un titre que j'ai commencé à lire et je suis arrivée jusqu'à la fin du chapitre 2. Je pense que j'ai lu, je sais plus si c'était 10 pages ou 20 pages, c'était vraiment rien. Et c'est tellement rien que je ne le compte même pas dans mes livres lus de cette année. D'habitude, je compte même mes abandons, mais là c'était un abandon tellement rapide que je ne vais pas le compter dans mes statistiques. J'ai commencé à lire Je suis fan de Sheena Patel. Et voilà, je viens de vous le dire, je l'ai abandonné. Je sais pas si ce sera un abandon définitif ou si je le reprendrai à un autre moment, mais j'étais clairement pas dans le mood, dans l'humeur pour lire ce genre de choses. Pour rappel, dans Je suis fan, on va suivre notre personnage principal qui... Alors je sais plus si elle est nommée ou pas, mais dans tous les cas, elle est complètement obsédée par l'homme avec qui elle couche. Et elle va vite développer une autre obsession sur l'autre personne avec qui cet homme couche. Je me doutais bien que ça serait complètement barré, mais à la lecture des 2 premiers chapitres, je me suis dit que j'étais vraiment pas dans le mood pour lire des personnages aussi barrés, aussi malsains. C'était extrêmement malaisant pour moi de lire ce genre de choses, puisque, alors le premier chapitre je m'en souviens plus, mais dans le deuxième, notre personnage fait tout pour que l'homme avec qui elle couche lui déclare son amour, et c'était full red flags, et je me suis dit... Waouh, j'ai pas du tout envie de lire ce genre de choses en ce moment. Je laisse tomber. Et un autre titre que je laisse tomber pour le moment, là aussi je ne sais pas si c'est un abandon pur et dur ou si je le reprendrai plus tard. Je pense qu'il y a quand même de fortes chances que je le reprenne plus tard. Et là aussi j'ai lu uniquement 2 chapitres. Je suis arrivée à la page 53. C'est malheureusement Martyr d'Olivier Perru. Je dis malheureusement parce que c'était notre lecture choisie par le Music and Books Club pour le mois de juin. La thématique c'était Firefly Alley et on devait lire de l'heroic fantasy. Bye Ruby! Et le choix du book club était le premier tome de Martyr, une fantasy francophone hyper populaire que personnellement je n'avais jamais découvert et je pense que c'était le cas de toutes les personnes qui avaient voté pour celui-ci et malheureusement, bon comme je vous le disais, je me suis arrêtée à la page 53. J'étais vraiment pas dans le mood pour découvrir une nouvelle série d'un auteur que je ne connais pas. Si on m'avait dit tu lis un tome de fantasy écrit par Robert Jason Bennett ou tu lis un tome de fantasy écrit par John Gwynne, j'aurais foncé et j'aurais kiffé ma lecture. Mais là, j'ai eu énormément de mal et je ne l'ai pas repris pour le moment. Donc comme je vous le disais, je pense que je vais juste m'arrêter là et je le reprendrai à un moment où je serai vraiment plus dans une envie de lecture de grosse fantasy et où je serais ok de découvrir un nouvel auteur. Je sais pas ce qu'elle fait, elle chouine, elle se balade. Aucune idée. Elle est trop mignonne. Et pour tout vous avouer, si j'ai aussi mis en pause ce roman, c'est
plus ou moins à cause des retours des autres personnes qui ont lu le livre dans le cadre du book club. Je crois qu'il y a une personne qui est allée jusqu'à la fin, qui en garde pas forcément un souvenir impérissable, et tous les autres l'ont abandonné à divers moments. Mais je me dis que c'est pas forcément parce que tout le monde l'a abandonné ou ne l'a pas apprécié que ça va être mon cas aussi. Peut-être que ça peut être une bonne découverte, mais c'est pas le moment. Par contre, un roman qui a été une très bonne découverte, où c'était le moment, et ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire, ça faisait 1 an je pense qu'il était dans ma pile à lire, c'est Ton monde est le mien de Abby Jiménez. Oui, c'était le moment pour lire de la romance et pas de la fantaisie. Qui l'eût cru? Certainement pas moi. Ça faisait un moment que je voulais découvrir ce roman, et ça faisait un moment surtout que je voulais découvrir cette autrice, Abby Jiménez, parce que elle est ultra populaire et je voulais enfin savoir pourquoi. Donc je me suis lancée dans Ton monde et le mien, pas forcément avec de l'appréhension parce que j'avais quand même bon espoir que ça me plaise, mais je prenais quand même un gros risque d'avoir une nouvelle lecture mitigée, et je suis hyper contente de vous dire que ça n'a pas été le cas. Ça a été pas forcément un coup de cœur, mais une extrêmement bonne lecture. J'étais très contente d'enfin passer un super moment avec une lecture. Dans Ton monde et le mien, on suit 2 personnages principaux, et c'est là déjà quelque chose qui m'a énormément plu, puisqu'on a à la fois le point de vue de notre personnage principal féminin, Alexis, mais aussi celui du personnage principal masculin, qui est Daniel, et on alterne leur point de vue. D'habitude, dans les romans d'amour, les romances, on a le point de vue de la femme, et une fois de temps en temps, voire que au moment de l'épilogue, le point de vue du mec. Et là, c'est pas le cas. On alterne littéralement Alexis et Daniel, et on a leur point de vue à tous les deux, et je les ai adorés. Je les ai adorés en personnages de façon individuelle, et je les ai adorés en personnages de façon couple. Leur dynamique était géniale. Et avec ce roman, Abby Jiménez aborde des thématiques qui parlent à tout le monde finalement à travers ces personnages. Comment trouver sa place dans sa famille, comment trouver sa place dans l'héritage familial et la pression familiale, trouver l'équilibre entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on doit faire, mais aussi accepter que la vie n'est pas toute rose. Bref, j'ai adoré, je me suis régalée, et d'autant plus que ça reste quelque chose à préciser puisque c'est quelque chose que j'apprécie énormément, et je pense que je suis pas la seule. Oui, une comédie romantique, oui, une romance, mais avec très peu de smut, très peu de scènes épicées, et c'était parfait. Les scènes qui sont représentées ici, elles apportent du peps et elles servent vraiment à la relation entre les 2 personnages. C'est pas des scènes qu'on décrit juste pour faire plaisir au lecteur. C'était trop bien, c'était trop bien. Je suis trop contente de l'avoir lu, et j'ai extrêmement hâte de continuer à découvrir Abby Jiménez. J'ai d'ailleurs son autre titre dans ma pile à lire qui fait partie de la pile de livres qui sert à vous soutenir, littéralement. Et c'est malheureusement le tome 3, le tome 2 n'a pas été traduit en français, ce qui est bien dommage parce que le personnage principal du tome 2 est un personnage qu'on rencontre dans Ton monde et le mien, et les thématiques qui y sont abordées me plaisent aussi beaucoup. Donc j'espère qu'il sera traduit tôt ou tard, mais tôt ce serait mieux. Mais dans tous les cas, si vous aimez les comédies romantiques, foncez, ça va vous plaire. Si vous n'aimez pas forcément les comédies romantiques mais que vous voulez tester, foncez, ça va vous plaire. J'ai même versé une petite larme vers la fin. C'était trop bien, c'était trop bien. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes ces lectures que j'ai pu faire sur le mois de juin. Comme vous le constatez, donc pas mal de lectures mitigées, et sur les lectures qui m'ont plu, elles m'ont vraiment plu. Ça fait plaisir. Elles n'étaient pas très nombreuses, mais elles m'ont vraiment plu. Il est temps de faire un petit bilan au niveau de mes challenges de lecture, à savoir le Resist Book Club du mois de juin. Alors je ne l'ai pas lu en juin, mais je suis en train de le lire. Je l'ai commencé hier et je passe un super bon moment. C'est The Phoenix Pencil Company de Alison King. J'aime énormément cette lecture. Je pense que je vais la terminer soit aujourd'hui, soit demain, alors que j'ai pas mal de choses à faire. Mais vraiment, je passe un super bon moment. Donc, ça n'a pas été lu en juin, mais c'est en cours de lecture. Pour l'année de la mer 2025, malheureusement, là encore, j'ai rien lu qui pourrait valider un mois de littérature maritime. Mais j'ai bon espoir de reprendre très bientôt ces lectures, parce qu'il y en a quand même pas mal qui me font envie. Pour les lectures en anglais, eh bien oui, j'en ai lu une, c'était All That Life Can Afford, mais j'ai pas avancé dans mes lectures de non-fiction et dans mes lectures de classiques.
J'ai bien lu le livre de la lecture commune avec La Nef du Crépuscule, qui m'a aussi permis de valider le niveau 1 de Firefly Alley, le Music and Books Challenge du mois de juin, forcément. Mais je n'ai pas validé le niveau 2 puisqu'il fallait que je lise dans son entièreté Martyr tome 1 pour valider ce niveau 2 justement, avec la lecture votée par le Music and Books Club. Et pour ce qui est des lectures que j'ai prévu de faire pour le mois de juillet, il est temps de voir ce petit aperçu. Donc au mois de juillet, je vais forcément terminer ma lecture en cours de Phoenix Pencil Company et j'aurai au moins lu un livre en anglais, mais j'ai aussi bien l'intention de lire le nouveau Reese's Book Club Peak du mois de juillet justement, encore un titre qui n'existe qu'en anglais, donc j'aurai une lecture supplémentaire en anglais si je lis ce mois-ci. Et je vous mets l'image juste ici parce que j'ai déjà oublié le titre, mais je me souviens qu'on va suivre l'histoire de deux sœurs qui ont des envies complètement différentes et on va voir un petit peu comment leur relation évolue. Je vais aussi évidemment continuer la lecture commune du Royaume des Anciens, puisque au mois de juillet, on va lire le tome 4 qui s'intitule Le Poison de la Vengeance. Et ce sera le premier tome de ma deuxième intégrale ici présente. Et enfin, en juillet, il y a aussi Summerwind à partir du 5 juillet jusqu'au 12. Donc peut-être que pour vous, vous êtes en train de regarder cette vidéo et c'est déjà passé, mais pour moi, c'est pas encore, ça commence demain. Mais comme Summerwind dure une seule semaine, je n'ai mis que 2 titres dans ma petite pile à lire de façon vraiment officielle entre guillemets, parce que je sais très bien que j'aurai pas le temps de lire plus. Il y a un titre en anglais et un titre en français. Le premier c'est donc Guillotine de Delilah S. Dawson, un titre en anglais mais assez court, et j'avais déjà découvert cette autrice avec un autre roman court qui m'avait beaucoup plu. On va partir sur de l'horreur et je veux juste pas en savoir plus, je veux le découvrir à la lecture. Je veux juste continuer à découvrir cette autrice et ici il me semble que c'est plutôt les riches qui vont en prendre pour leur grade. Et le titre que je souhaite découvrir en français c'est Chlorine de Jade Song. Et celui-ci me permettra en plus de valider très certainement un petit côté littérature maritime puisqu'on va s'intéresser à notre personnage principal qui est une nageuse professionnelle ou qui est en train de devenir nageuse professionnelle. Et il se trouve qu'au fil de ses entraînements elle se transforme en sirène. Sauf que c'est pas la sirène toute jolie, toute sympa, c'est la sirène monstre qui dévore les gens. Voilà, trop hâte de le lire. J'espère que j'aurai l'occasion de le lire au bord de la piscine et de faire flipper les gens. Et j'imagine qu'en plus de toutes ces lectures, je vais commencer à découvrir les lauréats du prix Babelio et je vais continuer ma découverte de Dungeon Crawler Card parce que j'en ai pas lu au mois de juin et ça me manque déjà. Donc je pense que je vais prendre en audio le 2e tome qui est... je sais déjà plus, laissez-moi regarder. Voilà, le tome 2 s'intitule L'ogive du jugement dernier. J'ai trop hâte de reprendre cette série, de continuer à découvrir les aventures de Karl et Princesse de Note. Ça me manque, il faut que je continue. Voilà donc ce qui en est de toutes ces lectures du mois de juin et de mes petites prévisions du mois de juillet. Vous avez très certainement noté que je ne pioche pas de livres pour le mois de juillet. D'habitude, j'ai une petite pioche dans laquelle je choisis une lecture plus ou moins forcée pour le mois prochain. Je vais arrêter ça pour le moment parce que je me rends compte qu'entre les vlogs thématiques du Best of Booktube, la lecture commune du Royaume des Anciens et la lecture du Music and Books Challenge, je ne m'en sors pas. Et j'ai quand même envie de continuer à lire des livres qui me font envie. Donc je pense que pour le moment, je vais mettre en pause la pioche mensuelle. Je reprendrai peut-être l'année prochaine, mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me laisser un emoji. On va partir sur un emoji crayon en rapport à The Phoenix Pencil Company, qui est ma lecture en cours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!